On repart avec Laurence Daziano. Bonjour Laurence, qui vient nous voir régulièrement, maître de conférence à Sciences Po. Laurence, donc on a eu hier rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden, 3h32 d'ailleurs, très exact. Non mais c'est long quand même, 3h32, même si tu t'enlèves la traduction. C'est quand même, c'est une grosse discussion. J'arrive pas à croire. En fait, pour tout te dire, quand j'ai vu 3h32, je dis c'est pas possible qu'ils aient autant de choses à se dire. Enfin, Xi Jinping peut-être, mais Joe Biden, enfin, c'est pas possible. J'aurais dit le contraire, mais. Ah, toi, tu aurais dit le contraire ? Ah oui, j'aurais plutôt dit le contraire. Oui. Je pense que j'aurais dit que c'était plutôt l'Américain qui aurait parlé plus que le. Oui, mais pas Joe Biden, pas le gars qui confond la Colombie et le Cambodge. Non, mais c'est quand même un sujet, quoi. C'est un autre sujet. Et non, c'est le même, parce que tu vois pas justement quelle conversation réelle, tu vois, il peut tenir s'il n'y a pas Blinken à côté de lui, enfin s'il n'y a pas l'ensemble de son staff. Bon, mais ce que tu dis, toi, est à rebours, en fait, de ce que j'entends. C'est-à-dire que, donc, en gros, Biden dit, j'ai pris sa phrase au sortir de cette discussion, la compétition sera vigoureuse, mais il n'y aura pas de conflit. On ne va pas vers un monde fracturé, cassé en deux et tout. Et toi, Laurence, tu me dis tout le contraire. Tu me dis que le découplage de la Chine s'accélère. Alors, le découplage, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture. Le découplage, ça veut dire que la Chine veut et sera moins dépendante des États-Unis, parce qu'elle a compris que cette dépendance la liait trop, et que Xi Jinping n'est plus du tout dans la lignée de ses prédécesseurs qui était de dire on fait profil bas en politique internationale et on fait monter l'économie. Xi Jinping, lui, c'est le retour du politique, le retour du parti, même si cela se fait en partie au détriment de l'économie. Donc ça n'est pas contradictoire. En fait. Et c'est peut-être pour ça que pour nous, occidentaux... Qu'est-ce qui n'est pas contradictoire ? L'idée qu'il y ait ce découplage sans qu'il y ait la rupture. Sans qu'il y ait de rupture, d'accord. C'est-à-dire que le découplage, c'est quoi ? Ça veut dire que les Chinois veulent être moins dépendants des États-Unis parce qu'ils ont commencé à souffrir de cette dépendance, notamment à partir de 2018 avec les sanctions de l'administration Trump. Ouais. Dans beaucoup de domaines, dans le domaine des technologies, mais également dans le domaine agricole, parce qu'on voit beaucoup le problème des technologies, on en reparlera probablement avec les puces et les limitations très importantes que met l'administration Biden, même plus fortes que l'administration Trump, sur les exportations de puces à haute valeur ajoutée vers la Chine. Mais une des choses aussi qu'a retenu Xi Jinping des sanctions de 2018, pendant cette guerre commerciale, c'est la question agricole. Et que quand les prix du soja, les prix du blé américain qui était exporté vers la Chine ont beaucoup monté, Xi Jinping a dit « attention ». Je ne suis plus autosuffisant en matière alimentaire. Et là, depuis 4 ans, dans les campagnes chinoises, on dit vous enlevez ce que vous faisiez jusqu'à présent et vous remettez du riz. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi cette indépendance. Le découplage, ça veut dire que la Chine ne reconnaît plus ce rôle de leader de l'Occident dans le monde, et notamment le rôle de leader des États-Unis. Et il y avait des petits signes qui faisaient autant de petites parties de puzzle, sauf qu'on n'avait pas encore vu l'image globale. Mais depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il met des petits pions qui disent « Attention, moi, je veux avoir ma place, c'est-à-dire remettre la place de la Chine dans le monde. » Et on dit toujours que c'est l'empire du milieu, donc c'est la Chine au centre. Objectif, être la grande puissance, 2049, les 100 ans de la République populaire de Chine. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Xi Jinping, par petites touches, alors au début on ne voyait pas trop, mais maintenant le puzzle commence à s'étoffer, a commencé à faire de la Chine un pays qui se voit plus sur la scène internationale ou qui devient plus indépendant, sans être autarcique, mais plus indépendant, moins dépendant de l'Occident. Tu juges importante, par exemple, l'idée d'une, pourtant très réduite, base navale à Djibouti. Alors, elle est très réduite. C'est la première projection de l'armée chinoise hors de ses frontières. Voilà. C'est pas tant la taille qui est importante que le fait que les Chinois se soient dit on va sortir de nos frontières, ce qui leur était jamais arrivé avant.
On va sortir de nos frontières, on va projeter des forces. En l'occurrence, là, en plus, c'est une base militaire. Alors, c'était pour protéger aussi leurs intérêts qui sont très développés en Afrique. Mais depuis, ils se sont projetés ailleurs. Et dans le cas des routes de la soie, qui est un de ces éléments du puzzle de la Chine qui va vers l'extérieur, il y a le port de Hambantota qui est au Sri Lanka, qui est le port que les Chinois ont construit pour le Sri Lanka, un port en eau profonde, dont les Sri Lankais n'avaient pas besoin, que les Sri Lankais ne peuvent donc pas rembourser, puisque c'est assez fait avec des prêts chinois. Et du coup, en guise de remboursement, la Chine a un contrat de 99 ans sur la zone. Donc, ça fait partie de la Chine qui commence à aller aussi en Chine de mer. Attends, il faut que je te pose la question, parce que je dois dire, le port de Hambourg, donc, là, pour le coup, on peut pas. C'est pas le Sri Lanka, quoi. Tu vois, non, c'est pas le Sri Lanka, mais moi, je trouve qu'on s'affole pour rien avec cette histoire du port de Hambourg. Alors, la Chine... Donc, on rappelle, l'idée, c'est la Chine qui prendrait 20%, enfin, qui va prendre, parce que Scholz a dit OK, ancien maire de Hambourg, d'ailleurs. 20 ou 25%, oui, dans le port de... Du port de Hambourg, et on a vu beaucoup d'esprit, notamment en France, mais le débat était très vif aussi en Allemagne. S'inquiéter de ce qu'on cède un pan de notre souveraineté. La Chine a déjà la totalité du port du Pirée en Grèce. Ouais. A déjà acheté... Oui, mais ils l'ont... C'est ça, pardon, on parle de ça 2 secondes, mais parce que ça m'intéresse. Ils l'ont, mais en fait, ils ne l'ont pas. Le Sri Lanka, je suis d'accord avec toi. La Grèce, à un moment, si la Grèce dit, bon, maintenant, ça suffit dehors, ils les foutent dehors. C'est-à-dire, on peut pas... Tu comprends, c'est pas un équipement avec lequel tu peux partir, c'est pas... Non, mais quelles sont les conséquences de mettre les Chinois dehors ? En termes économiques, il n'y a plus de relations économiques. Non, c'est juste, je veux dire, s'il y a une réelle tension, le port du Pirée, il reste quand même grec, quoi. Ça reste quand même le Pirée. Alors, ça reste le Pirée, ça reste en Grèce. Alors, les Grecs ont compris qu'il y avait eu un danger, ils ont pris des contre-mesures. C'est-à-dire que les Chinois se sont implantés au Pirée, dans le port du Pirée, ils en ont 100%. Mais les Grecs ont fait en sorte que le port ne puisse pas s'étendre, par exemple. Néanmoins, ça montre cette volonté qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est pas une volonté d'investisseurs, tout simplement. Ils achètent de l'euro. C'est un équipement rentable, installé, une infrastructure. Elle est là, elle est solide. Je diversifie mes investissements internationaux. Encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Tu me regardes avec un grand sourire comme c'est. Mon Dieu, qu'il est naïf. Non, non, l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. D'accord. Ouais, ok, je comprends. Revenons. Tu dis donc, il y a en ce moment un triple affrontement commercial, technologique, financier. Oui. L'histoire que des boîtes chinoises soient délistées à Wall Street, c'est important, ça c'est très important pour les Chinois. C'est important pour 2 choses. Les grandes entreprises, notamment de la tech, sont encore cotées à Wall Street. Et c'est important parce que ça leur permet d'avoir des financements pour se développer. Donc ça, c'était très important pour financer la tech chinoise. Les Américains, et notamment les commissaires aux comptes, doivent avoir accès aux comptes pour pouvoir certifier. Et il y a une législation qui est passée assez récemment, là encore 2018, période Trump, qui a dit que les commissaires aux comptes devaient avoir accès aux comptes de toutes les entreprises listées. Et là, les Chinois n'avaient jamais ouvert tous leurs comptes. Donc, du coup, les Américains ont dit, si on ne peut pas avoir accès à vos comptes, si les CAC américains, donc les commissaires aux comptes américains, ne peuvent pas certifier vos comptes, vous serez délistés. Et il y a un compromis qui a été trouvé, parce qu'ils ont quand même besoin encore de ce financement, mais est-ce que ce sera vraiment mis en place, parce que ça va arriver en 2024-2025 de mémoire, où il va y avoir vraiment la bascule des comptes qui doivent être certifiés. Ouais. Il y a un compromis qui, pour l'instant, a été trouvé. Personnellement, j'attends de voir 24-25 pour voir si, d'ici là, il n'y aura pas de nouveaux rebondissements. Mais les liens financiers entre la Chine et les États-Unis sont très importants. C'est pour ça que certains disent le découplage, on n'y croit pas. Moi, je pense qu'il faut être un peu plus prudent sur le sujet. Et notamment, il y a encore beaucoup d'entreprises chinoises qui veulent investir aux États-Unis, notamment dans la tech en Californie. Et là, elles se heurtent à de nouvelles législations qui sont mises en place par les États-Unis où il y a un contrôle des investissements étrangers.
se renforce, parce qu'il a toujours existé, mais qui se renforce. À l'intérieur du pays, donc la dernière fois qu'on s'était parlé, Laurence, pour le coup, tu avais eu raison, sauf que ça ne s'est pas fini comme tu le pensais. Mais tu nous avais dit, donc on préparait ce congrès du Parti communiste chinois, et tu m'avais dit, il va bien falloir regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Hu Jintao, donc, qui était le prédécesseur de Xi Jinping. Alors, pour le coup, on a vu. Alors, on a vu. Truc de dingue. Vous vous souvenez tous de la scène quand même, hein. Je crois qu'on n'a pas besoin de le rappeler. C'est du jamais vu, une scène pareille. Elle est très étonnante pour plusieurs raisons. Le congrès du Parti communiste, qui a lieu tous les 5 ans, est un événement très important et comme tous les événements du parti, il est extrêmement précisément chorégraphié. Ouais. Donc, il n'y a pas de place à l'improvisation. Donc, ce qui s'est passé, c'était prévu. Et si ça s'est passé à ce moment-là, c'était prévu que ça se passe à ce moment-là, et ça s'est passé au moment où il y avait la presse, donc les caméras du monde entier, qui avaient été autorisées à rentrer, parce qu'il y a une grande partie des travaux qui n'est pas retransmise. Donc, ça veut dire que Xi Jinping, en tout cas c'est mon interprétation, a eu besoin de montrer qu'il mettait dehors l'arrière-garde. C'est ça. Et le courant représenté par Hu Jintao, qui est celui de la Ligue de la jeunesse communiste. Ce que moi j'interprète en étant les combats en arrière-cour ont dû être très féroces pour qu'il ait besoin de montrer au monde entier que maintenant c'est lui le maître. Et des choses qui ont été moins sues, mais avant le congrès, il y a encore eu des procès anticorruption. Et notamment, il y a un ancien ministre de la Justice de Xi Jinping, un ancien vice-ministre de la Sécurité publique, qui ont eu leur procès pour corruption. Donc, en Chine, le procès pour corruption, il y a toujours de la corruption en Chine, mais c'est aussi un instrument politique. C'est comme ça que Xi Jinping s'est quand même débarrassé d'une bonne partie de son opposition au sein du parti. A eu lieu, donc vraiment très peu de temps avant l'ouverture du congrès, et ces 2 anciens hauts dirigeants ont été condamnés à mort. Donc, il y a eu une volonté de la part de Xi Jinping de montrer qu'il avait les leviers du pouvoir. Ce que moi j'interprète, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de contestations depuis 2-3 ans. C'est ce que tu nous racontais, c'est absolument. Avec la politique zéro Covid, la façon dont elle avait été mise en place, le fait que Xi Jinping n'est pas du tout sorti de Chine pendant toute la période Covid. Ses premières sorties, c'était il y a quelques semaines, quand il est allé en Ouzbékistan, à Samarcande. Donc, ça montre vraiment que ça a dû tanguer vraiment très fort, que la reprise en main est d'autant plus forte, ouais, mais qu'il a fallu le montrer à tout le monde et le montrer de la manière la plus spectaculaire possible. Et le fait qu'aujourd'hui... Ça nous ramène à Staline quand même. Alors, vraiment, ce que tu décris là, c'est-à-dire les procès, condamnations à mort, ensuite... les condamnations à mort peuvent être commuées après 2 ans en prison à vie. Donc, c'est pas dit qu'il soit exécuté non plus. Oui, mais enfin... voilà, et ça se sait, et après il faut la démonstration publique et l'humiliation publique. Mais ça c'est très chinois, c'est l'humiliation publique. Ce qui est important de retenir, c'est que le discours de Xi Jinping, c'était d'abord le parti, d'abord le politique, la sécurité, l'économie. Il y a eu très peu d'économie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça augure de ce discours? J'avais dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? C'est la période de maintenant. Mais en fait, on arrive à un moment de changement de contrat social en Chine. Jusqu'à présent, les 40 dernières années, c'était chinois, enrichissez-vous, consommez, le parti s'occupe du reste. La croissance ralentit. 2022, pour la première fois, la Banque mondiale dit la croissance chinoise sera inférieure à la croissance du reste de la zone Asie. C'est quand même important, avec une croissance qui sera pratiquement la moitié de ce qu'avait dit le parti au mois de mars. C'est-à-dire que tous les mois de mars, il y a l'Assemblée nationale qui se réunit, l'Assemblée populaire nationale qui se réunit, qui fixe le taux de croissance pour l'année. Mars 2022, Li Keqiang, puisque c'est le Premier ministre qui est en charge de l'économie, avait dit taux de croissance en 2022, ce sera 5,5. La Banque mondiale dit ce sera 2,8, le FMI dit ce sera 3,2, donc on va être très en dessous. Donc, sur le contrat social, puisque il n'y a plus de croissance. Contrat social, ça ne peut plus être enrichissez-vous, le parti s'occupe du reste. Donc, on en arrive à ce que voulait, à ce qu'a commencé à préparer Xi Jinping, qui est aujourd'hui
le parti va restaurer l'image de la Chine sur la scène mondiale et va dire aux autres pays, notamment aux pays émergents, il y a un autre modèle que le modèle occidental américain. Donc, ça va être, aujourd'hui, le nouveau contrat social, c'est la Chine, puissance mondiale, puissance respectée dans le monde. Le parti s'en occupe, et puis vous n'avez plus à vous occuper de rien. Ça. On a un autre avenir que de construire les richesses des Américains. Voilà. Et ça se traduit aussi par le nouveau concept qui est la prospérité commune. Qu'est-ce que c'est que la prospérité commune? Ça va être la redistribution de la richesse en Chine, puisque avec la croissance, avec la croissance de l'économie, il y a quand même eu l'apparition d'inégalités très criantes. Forbes, dans sa dernière étude, montre que les milliardaires chinois, 39% des milliardaires chinois ont perdu. Non, c'est pas 39, les milliardaires chinois ont perdu au total 39% de toute leur richesse. Ouais. 79. Comme les milliardaires américains de la tech. Voilà. Oui, mais il y a pas. Alors, il y a de la tech. oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, Laurence. Et ce qui veut dire que il y a eu le gouvernement chinois est intervenu pour réguler la tech. Tencent, Alibaba qui ont payé très cher, réguler le secteur immobilier qui là aussi a perdu très cher. Donc tous les magnats qui avaient construit leur fortune dans ces domaines-là ont vu leur richesse diminuer fortement. Et dans la prospérité commune, c'est une redistribution de ces richesses de manière à ce qu'il n'y ait plus d'inégalités criantes. L'année dernière, Xi Jinping avait dit « il n'y a plus de pauvreté en Chine ». Alors, le seuil de pauvreté avait été un peu abaissé par rapport au seuil mondial, mais c'était pour dire il n'y a plus d'extrême ou de grande pauvreté en Chine. Donc, on va arriver à cette prospérité commune qui va être de redistribuer les fruits d'une croissance qui sera un peu moindre. Tout ça, ça nous éloigne de la guerre quand même. Si tu veux faire ça, ça colle pas franchement avec l'idée de partir en guerre. La Chine ne veut pas mener une guerre mondiale ou même une révolution mondiale comme l'URSS. C'est pour ça que quand non, mais on pense à Taïwan, tu sais, toujours le même. Mais Taïwan, la guerre, c'est un des moyens. Il y a le blocus économique, il y a le brouillage de toutes les ondes électroniques, et puis il y a Taïwan en soi. Parce que Taïwan, c'est un petit pays avec une natalité déclinante, avec des jeunes qui, effectivement, sont plus sur le modèle sud-coréen que sur le modèle chinois. Mais ce sont des jeunes, ils vont faire leurs études à l'étranger et puis parfois, ils y restent. Et la population plus âgée qui a vécu, maintenant ils sont très vieux, ou dont les parents ont vécu la Chine, qui se disent finalement, c'est pas si mal que ça, qui va rester. Dans une guerre, il n'y a pas que les moyens militaires. Il y a d'autres moyens. Un mot, il nous reste 3-4 minutes, mais un mot, ce qui nous amène d'ailleurs. Donc, l'idée, l'influence de Xi sur Poutine, oui, réelle, réduite. Aujourd'hui, il envoie des messages, on ne sait pas trop. Enfin, est-ce que c'est dans son intérêt ? Est-ce que c'est dans son intérêt, quoi ? D'envoyer des messages ou de le calmer. Et est-ce qu'il n'est pas plutôt un observateur ? Pour l'instant, il gagne quand même beaucoup parce que... Oui, diviser pour mieux régner, tu veux dire ? Non, même pas que ça. Enfin, d'abord, je pensais au point de vue économique, parce qu'il s'approvisionne en gaz et en pétrole auprès de la Russie avec des rabais qui sont très importants. Donc, il a tout à y gagner. Il observe, et je pense que, comme Poutine, il a peut-être été surpris de la résistance des Européens par rapport à l'invasion d'un autre pays. Mais encore une fois, Taïwan, si on veut faire le parallèle avec Taïwan n'est plus reconnu. Même les Américains, parce qu'on parlait au début de cette conversation entre Xi Jinping et Joe Biden. Joe Biden est beaucoup plus dur que son prédécesseur vis-à-vis de la Chine. Tous les droits de douane qui avaient été imposés par l'administration Trump n'ont pas été levés.
Sur les technologies, l'administration Biden va beaucoup plus loin, je l'ai dit, avec les puces électroniques dont l'exportation est interdite. Et puis sur Taïwan, Biden avait été très loin dans l'engagement des États-Unis et son administration même lui a dit que peut-être il faudrait, peut-être pas rétro-pédaler, mais peut-être se calmer et notamment réaffirmer que c'était bien la Chine continentale qui était reconnue par les États-Unis à l'ONU et non pas Taïwan. Donc Taïwan a cette est dans un entre-deux qui n'est agréable pour personne. Ce qui est d'ailleurs une position incompréhensible, Laurence. Enfin, toi, tu le sais peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs comment tes étudiants à Sciences Po, mais c'est la position de la France aussi d'ailleurs. Hein. Il n'y a qu'une seule Chine, mais quand même Taïwan, c'est pas la Chine. On sait bien que les diplomates sont capables de faire des miracles, mais là, à ce niveau-là, et ça va à tout le monde, hein, c'est ce compromis-là qui va à tout le monde et qu'il ne faut pas changer. Et je fais très attention parce que ce semestre, j'ai 2 étudiants chinois et une étudiante taïwanaise. Donc je fais très attention à ce que je dis. Tu fais très attention, voilà, c'est ça. Mais ça se passe bien entre eux, parce qu'entre les jeunes gens, ça se passe forcément bien. Pas sûr qu'ils aient beaucoup de contacts, mais parce qu'ils sont sous surveillance quand ils viennent comme ça. Ah non, mais pendant le cours, ouais, je ne vois pas les... Tu nous avais dit quand même, juste dernière minute, mais ça m'avait beaucoup frappé. Hein. Tu m'avais dit, il y a quand même une jeunesse chinoise aujourd'hui qui a grandi dans l'idée que le parti, comme tu l'as dit, s'occupait de tout. S'il n'est pas capable, le parti, de leur donner un travail à ces jeunes gens, ça va mal se passer. Tu maintiens ça, ouais. Laurence, hein. Et j'avais conclu en disant que il y aurait de la répression et donc le parti. Il faut voir aussi que dans le tour de vis que donne Xi Jinping, il y a beaucoup plus de censure vis-à-vis des films occidentaux, donc il y en a moins qui passent en Chine. Et il y a aussi de la censure vis-à-vis des jeux vidéo qui sont beaucoup d'origine occidentale, avec notamment, pour le bien des enfants, le fait que le nombre d'heures par semaine est limité. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le... Mais ça, c'est une histoire qui date depuis plusieurs années, même presque. 18 mois, quoi, à peu près, non? C'est voilà, ça, voilà, c'est ça. Mais c'est toujours dans le... Mais c'est toujours là, quoi. C'est toujours là. C'est toujours là. Merci, Laurence. Laurence Daziano, donc, qui était avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission sur Bismart. On revient demain, évidemment, avec un débat plus classique. Énormément de sujets. Vous allez voir ça, et donc, à demain.